Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le ras-le-bol face à la répétition des attentats à Mulhouse. La population ne décolère pas au surlendemain de l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 7 blessés. Le profil du terroriste interroge une fois de plus un Algérien fiché pour radicalisme avec obligation de quitter le territoire français. De quoi sidérer les Mulhousiens. Reportage Mélina Fachin. Au lendemain de cette attaque au couteau, il ne reste plus beaucoup de signes visibles du drame ici, devant le marché couvert de Mulhouse. Quelques rubans de police et une poignée de fleurs et de bougies en hommage à l'homme tué samedi. Virginie et sa fille Léana sont venues déposer une rose. C'est surtout ma fille qui voulait symboliquement déposer une fleur. Enfin, on est humain et de voir ça, c'est juste horrible. On n'enlève pas la vie à une personne qui a de la famille, qui a des enfants, qui a des petits-enfants. C'est triste. Mais au-delà de la tristesse, il y a aussi l'incompréhension, un sentiment d'injustice et de lassitude. Jean-Frédéric Bechler est le président de l'association des commerçants du quartier. Là où il faut lutter, c'est la présence des gens qui n'ont pas à être sur le territoire français. Ces OQTF, c'est scandaleux d'entendre ça. Parce que cette personne aurait dû être au minimum, si elle avait des problèmes psychologiques, internée dans un établissement psychiatrique, pour éviter de causer des dangers. Quoi que dise le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu d'action. Un rassemblement en soutien aux victimes de cette attaque, organisé par la mairie, aura lieu ce soir à 19h30. Mulhouse, Mélina Fachin, Europe 1. Alors l'assaillant et 3 de ses proches sont toujours en garde à vue ce matin. Selon le ministère de l'Intérieur, cet Algérien sous OQTF a fait l'objet de 10 procédures d'expulsion. Par 10 fois, Alger a refusé de reprendre son ressortissant. Il faut engager un rapport de force avec l'Algérie, dit le ministre Bruno Retailleau. Des mots, rien que des mots, fustige le Rassemblement national. Alexandre Chauveau. Marine Le Pen remettait déjà en cause il y a 1 mois l'action de Bruno Retailleau place Beauvau. Il dit. Et quand est-ce qu'il fait ? Depuis l'attaque terroriste de Mulhouse, Jordan Bardella enfonce le clou. Les mêmes drames, la même barbarie se répète avec à chaque fois les mêmes personnalités, les mêmes profils et aucune mesure de fond n'est prise. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on parle d'un bras de fer diplomatique avec l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur doit maintenant agir ou partir. Le Rassemblement national associe désormais Bruno Retailleau à Gérald Darmanin, à qui le RN reprochait un excès de communication et une absence de résultats. Éric Ciotti, lui, s'en prend au comité interministériel de contrôle de l'immigration, convoqué mercredi par François Bayrou. Les clandestins et OQTF tremblent déjà, ironise le président de l'UDR. Des attaques ciblées vers Bruno Retailleau qui bat des records de popularité ces dernières semaines. Ils font semblant de ne pas comprendre que ça n'est pas de notre ressort, rétorque la place Beauvau, qui rappelle l'absence de majorité à l'Assemblée, le gouvernement composite auquel appartient le ministre de l'Intérieur et la difficulté à actionner tous les leviers souhaités pour rendre les expulsions plus efficaces. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Mohamed Amra accepte son extradition vers la France et ce qu'affirme son avocate. 10 de ses complices présumés ont été interpellés dans la foulée de son arrestation ce week-end à Bucarest. Selon les autorités roumaines, Mohamed Amra était prêt à en passer par la chirurgie esthétique et voulait rejoindre la Colombie. C'est l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Le procès de Joël Le Squarnec s'ouvre aujourd'hui à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan. L'ancien chirurgien, aujourd'hui âgé de 74 ans, comparaît pour viol et agression sexuelle sur d'anciens patients, près de 300 victimes, âge moyen 11 ans. Procès qualifié de sensible par le ministère de la Justice lui-même. Retour sur les faits, Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. 83-2014, 30 ans, a violé des enfants encore somnolents dans les blocs opératoires du Grand Ouest, a revendiqué une pédophilie sadique dans des carnets intimes jusqu'au jour de trop où il s'exhibe à Saintes. L'attentat à la pudeur vaut perquisition chez le chirurgien, se rappelle André Roland chez France Victimes. Les enquêteurs sont tombés sur des carnets qui attestaient l'importance de ces violences sexuelles commises sur des enfants à l'occasion des activités professionnelles du docteur Le Squarnec. Donc, les enquêteurs ont effectivement entendu les victimes. Quasiment la totalité avait cela enfoui en elle sans percevoir les causes du mal-être dans lequel elles se trouvaient depuis des années. Ces victimes mettent désormais un nom sur leur mal-être, mais ne peuvent s'empêcher de questionner. Comment déjà repéré par le FBI, condamné à du sursis pour détention d'images pédopornographiques, leur prédateur a-t-il pourtant pu perpétuer l'abject, bénéficier tour à tour de son statut de praticien et des dysfonctionnements de la justice. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Ce coup de tonnerre électoral en Allemagne, les conservateurs de la CDU remportent les législatives, marquées par une forte poussée de la droite nationaliste. L'AfD réalise un score historiquement élevé, 20,8% des suffrages. Le parti d'Alice Weidel s'impose comme la deuxième force politique du pays
très loin devant les sociodémocrates d'Olaf Scholz qui réalisent leur pire score depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, moins de 17% des voix. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Berlin. Le score est historique pour l'alternative pour Deutschland, plus de 20%. Le parti devrait tout simplement doubler son nombre de voix au Bundestag, le Parlement allemand. Hier soir, à l'annonce des résultats, Alice Weidel, la dirigeante du parti, monte sur scène dans son QG de Berlin et savoure devant ses partisans ce qu'elle peut considérer comme une victoire. Nous n'avons jamais été aussi forts au niveau national. Nous sommes devenus la deuxième force la plus puissante en tant qu'alternative pour l'Allemagne et nous sommes désormais solidement ancrés en tant que parti populaire. Un ancrage et une banalisation des idées portées par le parti, notamment celle sur l'immigration. Une ligne dure dans une Allemagne meurtrie ces derniers mois par les attaques terroristes. Et Alice Weidel pense déjà à l'après, à une possible coalition avec la CDU. Je dois dire une chose. Notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et pour remplir la volonté du peuple, la volonté de l'Allemagne. Nous sommes prêts à participer au gouvernement. Nous sommes toujours prêts à mettre en œuvre la volonté du peuple. Reste que les autres partis excluent pour l'instant toute alliance avec l'AfD, un front commun qui pourrait se fragiliser à l'avenir. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Berlin. C'est 3 ans jour pour jour après l'agression russe en Ukraine. Pardonnez-moi, mon cher Christophe. Vous êtes tout pardonné. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui à Washington avec Donald Trump. Vladimir Poutine s'adressant au monde après le déclenchement de l'invasion en Ukraine. C'était il y a effectivement 3 ans. 3 ans plus tard, entretien à Washington en tête-à-tête dans le bureau ovale fixé à midi heure locale. Déjeuner puis conférence de presse commune à 21h ce soir. Le président français compte bien faire des propositions à Donald Trump, briser le pas de deux entre Américains et Russes, faire entendre la voix de l'Europe. Le défi est immense pour le chef de l'État, Caroline Baudry. Emmanuel Macron est attendu sur la forme après avoir expliqué sur les réseaux sociaux jeudi les propos qu'il tiendra face à Donald Trump. Comment être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine, dit-il en guise de répétition générale. Un style risqué selon Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Il ne me semble pas assez familier avec Donald Trump, même si Emmanuel Macron semble tutoyer tout le monde. Une confrontation verbale pour le mettre face à ses contradictions ne me semble pas dans les usages ni diplomatique ni politique. Le président français a intérêt à se montrer positif, dit-il, pour échanger sur le fond. En disant qu'est-ce que peut apporter l'Europe? Que veut le président des États-Unis? C'est le même président qui a dit que Macron, en réalité, il n'avait strictement rien fait pour mettre un terme à la guerre. Je ne sais pas si on peut en attendre grand-chose de nature à faire changer de stratégie le président américain. L'Europe et la France sont encore loin de la table des négociations, selon lui, même s'il note des divergences dans l'administration Trump. Référence à l'émissaire américain en Ukraine, Keith Kellogg, plus enclin à associer le vieux continent. Caroline Baudry. Et après Emmanuel Macron aujourd'hui, le Premier ministre britannique Keir Starmer tentera à son tour jeudi de convaincre Donald Trump. Et tandis que plusieurs dirigeants étrangers se retrouvent aujourd'hui à Kiev, l'Europe annonce la tenue d'un sommet spécial Ukraine le 6 mars. Un mot de football, victoire du PSG 3-2 face à Lyon hier soir, dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Les Parisiens, solides leaders du classement avec 13 points d'avance sur Marseille. Le rugby est la 3e journée du tournoi Destination. Les Bleus n'ont pas fait de sentiment face à l'Italie. 73-24 pour le 15 de France qui affrontera le leader irlandais chez lui le 8 mars. Enfin, un résultat de la 17e journée du top 14, c'est toujours du rugby bien sûr. Bordeaux-Bègles s'impose 22-18 sur Clermont mais glisse de la 2e à la 3e place. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.